Bonjour Louis, ravi de t'accueillir ici, dans ce live, sur LinkedIn, qui me dit qu'il va démarrer bientôt, mais on ne sait jamais, il y a toujours un petit décalage alors, on va peut-être attendre encore un peu. Non, c'est bon, on est live, je confirme. C'est un live un peu spécial d'ailleurs parce que d'habitude j'interviewe, les auteurs, soit ici sur place, mais là c'est un petit peu difficile puisque tu es à Bruxelles. Un peu plus compliqué. Et voilà et ou alors à distance, mais sur, Zencastr. Mais bon, voilà, cette fois-ci, j'ai décidé de faire un peu différemment et de t'interviewer en live, sur, LinkedIn. Bien. Eh bien, merci d'avoir répondu à mon invitation. Donc tu es l'auteur d'un livre qui s'appelle «Bonjour ChatGPT». On va dire bonjour à ChatGPT d'ailleurs. Bonjour tous les ChatGPT. Qui m'a été recommandé par, Philippe de Liège, qui est aussi, à Bruxelles d'ailleurs, hein, Philippe. Comme son nom ne l'indique pas, d'ailleurs. Comme son nom ne l'indique pas, puisque mais enfin bon, on comprend qu'il est de Belgique et voilà, donc ce livre, bien sûr, on va parler, d'anthropomorphisme. Alors c'est un sujet particulièrement, d'actualité, hein, puisque cette semaine, dans ma newsletter, je ne sais pas si tu as vu, avec ton article, enfin ou l'annonce de cette, interview. Il y avait également, une interview, de, Jean Castet de Orchester qui faisait une démonstration que j'ai pu faire moi-même d'ailleurs, enregistrer moi-même avec, un conseiller, pour le e-commerce qui avait l'accent marseillais, il avait pas l'accent belge celui-là, mais on peut très bien faire avec l'accent belge et qui était assez bluffant. Alors cette histoire d'anthropomorphisme, elle commence dans ton livre par une certaine May Ashworth, avec une anecdote de grand-mère. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Oui, bien sûr. May Ashworth, c'est quelqu'un qui, je dirais, n'était pas forcément destiné à la postérité, avec tout le respect que j'ai pour elle, bien sûr. Mais en fait, en 2015-2016, quelque chose comme ça, en fait, elle fait une recherche sur Google, comme beaucoup Mmh. d'entre nous. Elle voulait voilà, savoir comment traduire des chiffres romains en chiffres arabes. Et donc, elle tape, s'il te plaît, enfin, please, could you translate, voilà, je sais plus, c'est MC, enfin, ou MD, quelque chose comme ça, enfin bref, un chiffre romain in numerical numbers, thank you. Et son petit-fils à l'époque, très taquin, trouve ça très drôle que sa grand-mère dise s'il te plaît et merci à Google, prend la photo et poste ça sur Twitter. Et c'est le genre d'histoire dont la toile raffole. C'est une petite vieille qui ne sait pas très bien utiliser Google et qui s'imagine des choses sur la technologie, etc. Ça, donc voilà, ça fait un peu le buzz. Et moi, ça m'a beaucoup amusé parce que je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il y a même pas 10 ans, heu, tout le monde s'amuse beaucoup de cette petite dame qui dit bonjour et s'il te plaît et merci à Google, et en 2022, fin 2022, le 30 novembre, donc il y a pratiquement jour pour jour 2 ans, les gens postent tous leurs screenshots de leurs conversations avec ChatGPT et environ la moitié de ceux que j'ai pu voir commencent par «Hello, could you please do this?» et cetera, et cetera. Je me dis: «Mais comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on soit passé si vite d'un truc qui fait le buzz de «Oh, c'est quoi cette grand-mère qui dit bonjour et merci?» à tout le monde dit bonjour et merci?» Et ça, c'était un peu une sorte de point de départ de la réflexion du livre, qui était de dire: pourquoi est-ce que les gens disent bonjour et merci à ChatGPT alors qu'ils disent pas, enfin, tu vois, moi encore, je me suis fait un café ce matin, j'ai pas dit bonjour ni merci à ma tasse, ni à ma machine à café, ni au lave-vaisselle. Et Alors donc par c'est contre, un dans peu ton ça livre, la tu question. racontes que tu dis bonjour à ta tondeuse à gazon, ou plutôt à celle de ton beau-père. Ah, je lui dis pas bonjour. En revanche, effectivement, elle a un nom. Elle a un nom et c'est effectivement un peu le point que j'utilise pour rappeler que finalement, en fait, et c'est vraiment ce que mes recherches ont pu me montrer, c'est que l'anthropomorphisme, en fait, ce n'est pas neuf. On a toujours anthropomorphisé depuis la nuit des temps. Littéralement, il y a des traces d'anthropomorphisme qui ont plus de 40 000 ans. Et donc, en fait, le fait de dire bonjour à ChatGPT, finalement, en fait, c'est pas si grave. Tout comme, effectivement, je crois, 90% des gens qui ont un robot tondeuse ou un robot aspirateur, et cetera, lui ont donné un nom. Effectivement, Mmh. chez mes beaux-parents, il s'appelle Bernard, le robot tondeuse, ce qui est certes plus commode que Husqvarna, HX430, mais voilà, pourquoi ça? Pourquoi pas juste HX? Pourquoi pas Roboton? Enfin, voilà, qu'est-ce que tout ça amène? Et c'est effectivement des choses que j'ai voulu creuser. D'ailleurs, c'était le point de départ aussi de cette recommandation de Philippe de Liège, c'est que j'ai posté un
un billet où je me faisais part de mon propre étonnement par rapport à ma politesse vis-à-vis alors c'était peut-être pas ChatGPT, c'était Claude ou je ne sais pas lequel, mais peu importe. Et, et alors, il y a des consultants qui vont au-delà d'ailleurs, qui disent que si on est poli, on a de meilleurs résultats. Alors, oui, donc c'est effectivement, il y a une étude qui a montré ça, qui a fait un peu de bruit, à l'époque et cetera, quand elle est sortie il y a quelques mois. Après, en revanche, et c'est pour ça, c'est toujours terrible, c'est toujours comme ça que ça se passe avec la recherche, c'est que on a des résultats et puis les gens prennent juste ce truc-là en mode: «Il faut être poli avec ChatGPT pour avoir des meilleurs résultats». Et et le truc, c'est que comme les gens ne cherchent pas ou lisent pas beaucoup plus loin, ils se disent: «Oh là là, la machine comprend que je suis gentil ou poli». Pas du tout. Ouais, En fait, quand vous êtes poli, la machine va chercher dans des corpus d'entraînement où les gens parlent, en fait, comme vous, donc où les gens sont polis. Et effectivement, les endroits où les gens sont polis sont généralement des endroits un peu plus sérieux. Et tu vois, il suffit de faire, si jamais tu regardes un forum académique universitaire et Twitter, bah, c'est pas le même niveau de politesse, le même niveau de langage. Et donc, effectivement, moi, si demain je fais une recherche avec ChatGPT, bah, je préférerais qu'il aille chercher, non pas sur Twitter, mais plutôt sur un forum académique. Et donc, en fait, en lui parlant poliment, ouais, il y a ça. Est-ce qu'il y a la moindre notion de conscience de la part de la machine? Est-ce que la machine est contente que vous lui parliez gentiment et donc va décider de faire plus d'efforts pour vous? Non, pas du tout. Et mhm, donc c'est bien ça ce qui manque à chaque fois que les gens citent cette étude, c'est juste de bien rappeler pourquoi est-ce qu'on a des meilleurs résultats. Et c'est pas parce qu'on est ouais, ouais, gentil et que la machine se dit: «Ah, Yann a été sympa, eh ben je vais être sympa moi aussi». Un peu comme, je sais ouais. pas, un patron qui mettrait un baby-foot alors vous dit que vous allez travailler plus, ce qui de passant n'est pas le cas non plus, ben voilà, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. Alors, ceci étant, j'ai lu aussi quelque part que si on était trop gentil, il devenait complaisant et on avait de moins bonnes réponses. Oui, j'ai lu ça aussi. J'étais plus surpris. Alors là, en revanche, j'ai pas lu l'étude, contrairement à la première. Donc je ne sais pas exactement, le le Ouais. le pourquoi et qu'est-ce qui génère ça. De nouveau, le terme dire est plus complaisant. Je serais très surpris que des circuits électriques se disent: «Oh là, il a l'air très sympa Louis, on va vraiment se la couler douce». Mais voilà, peut-être que je me trompe et qu'il y a une super intelligence qui se développe quelque part, mais j'ai mes doutes. Oui, moi aussi j'ai mes doutes, mais j'ai des doutes, mais comme on doute, on peut douter dans les 2 sens. Il y a Exactement. Daniel Handler qui a écrit un excellent livre que tu as certainement lu et qui s'appelle «Intelligence artificielle, intelligence humaine», où il nie absolument la conscience des machines, hein, c'est ce que finalement, c'est ce qu'on vient de dire. Et puis, la dernière fois que je l'ai entendu sur France Culture, c'était à peu près un an après. Heu, C'était dans l'émission «Avec philosophie» et là, il était plus du tout d'accord avec lui-même, parce qu'il finissait par douter. Il se disait: «Ben, en fait, on sait plus bien, quoi». Parce qu'on sait plus bien comment ça fonctionne. En fait, comme on ne sait pas comment ça fonctionne, on ne sait pas si ça peut pas, ben, se changer soi-même. Et il y a un truc qui m'a frappé quand j'ai discuté avec Jean Castet, c'est qu'il m'a expliqué les différents biais qu'il y avait dans ces IA conversationnelles, hein. Je répète, le Marcel, que pour envoyer les lecteurs à cette démonstration qui est extraordinaire. Et il me disait: «Oui, mais ils ont une tendance, il y a un biais, ils ont une tendance, ces IA, à devenir fainéantes». Et quand on et ça, c'est marrant parce que j'ai dit: «Bah, c'est finalement, c'est assez proche des hommes, finalement». Comment ça se fait? J'ai en c'est je repose cette question-là, Daniel Handler lui-même a l'air de douter de lui-même maintenant, donc est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas de conscience? Qu'est-ce que c'est d'abord la conscience? Alors exactement, donc il y a beaucoup d'éléments dans ce que tu dis. Je vais essayer de répondre à Mmh. tout, en sachant que je n'ai pas réponse à tout. Mais, Mmh. alors déjà, la première règle, c'est que écouter Daniel Handler, c'est toujours une très bonne chose. Je pense que c'est vraiment un homme absolument brillantissime et moi, j'ai eu l'occasion d'écouter aussi dans Le meilleur des mondes de François Saltiel et c'était un vrai plaisir, je le trouvais très intéressant. Heu, Mmh. donc là, ça, c'est effectivement le premier élément. Deuxième élément, il a raison de douter. Il a raison de douter d'abord parce que, bah, Daniel Handler, c'est un scientifique, et que ce soit en philosophie, que ce soit en mathématiques, que ce soit en sociologie, que ce soit en droit, le doute fait avancer la recherche. Si on est, Mmh. bourré de certitudes, on n'avance pas et donc en tant que chercheur, c'est une très bonne chose qu'il doute, je doute également. À partir de ça à partir de ça, est-ce que et tu as raison, hein, ça fait 2000 ans que des gens, des philosophes essaient de définir la conscience, on n'y est pas. Donc avec tout le respect que j'ai pour nous 2, je pense pas que c'est aujourd'hui qu'on va y arriver, mais on sait jamais ce qui va advenir, mais voilà. Pourtant, mais C'est ça, mais on sait jamais, mais quand même, voilà. Néanmoins, et c'est un petit peu ce que j'explique dans le livre aussi, c'est que
ça fait au moins, allez, prenons le test de Turing comme date de début. Le test de Turing, c'est 1950, je crois, l'article quand il sort. Très intéressant d'ailleurs de le relire pour celles et ceux que ça intéresse. Mais Mmh. donc, l'article sort, donc voilà, il y a 70 ans. Donc, ça fait 70 ans qu'on essaye de savoir, tiens, comment est-ce qu'on pourrait savoir si les machines sont capables de penser, en gros. Ou Mmh. au moins d'imiter des êtres humains. Parce que c'est ça dont parle Turing, hein, il ne parle pas de penser. Mais, Imitation game, hein. Jeu exactement. d'imitation, oui. Et donc, ça fait des années avec des expériences de pensée, des contre-expériences de pensée, des contre-contre-expériences de pensée, etc. Je pense entre autres à la chambre chinoise de John Searle, etc. Et moi, en fait, pour essayer de deviner, tiens, est-ce qu'il y a conscience dans la machine? Oui, non. Est-ce qu'on a créé quelque chose de vivant? Je mets des gros guillemets, hein, tu vois. Mais pour moi, en fait, là n'est pas le débat. Et c'est un petit peu ce que moi, j'ai aucun souci, et j'en parle dans le livre, à aborder pardon, la chose de façon extrêmement tautologique, de dire voilà, est humain ce qui est humain, et machine ce qui est machine. Et on peut s'amuser à dire oui, mais tu sais, il y a des gens qui disent, tu vois, moi j'explique souvent que voilà, la machine ne fait que se baser sur un jeu d'entraînement et ne fait que produire du contenu sur une base statistique. Et il y a des gens qui expliquent avec des études à l'appui, des études qui sont très intéressantes, qu'en fait l'être humain fonctionne de la même façon, qu'il a un corpus d'entraînement, des choses qu'il a pu voir, entendre, etc. Et que finalement il fonctionne un petit peu comme un modèle de langage, en mettant un peu par hasard avec le truc qui est le plus probable par rapport à... Et donc, j'entends Lou ça, vraiment, ça Loulipo l'a s'entend. démontré, hein. Oui, Loulipo a fonctionné comme ça, Loin de Rueil qui a été écrit par, Raymond Queneau, est un livre mathématique. oui, mais et donc, dans le sens où il y a plein d'arguments qui peuvent aller, je pense, un peu dans les deux directions, mais au-delà de ça, il y a, je pense, en tout cas dans mon cas, des convictions philosophiques. Et moi, je pense qu'à partir du moment où on dit que l'humain égale la machine, ou la Ouais. machine égale l'humain, plutôt même, je pense que ça amène énormément d'autres choses qui sont potentiellement risquées et qui, en tout cas selon moi, nous éloignent des vraies questions. Et je me réfère beaucoup à cette phrase de Oren Otzioni, qui est l'ancien CEO du Allen Institute for AI, donc quand même pas du tout un technophobe, très très loin de là, qui disait que lui, les discussions sur la super intelligence, sur est-ce que, voilà, en fait, ça ne l'intéressait pas beaucoup parce que c'était des Mmh. distractions des vrais enjeux. Et moi, justement, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les vrais enjeux. Et Ouais. donc, c'est-à-dire et en fait, et c'est assez amusant parce que si on prend Bonjour ChatGPT, le livre, en fait, s'ouvre en disant, mais tiens, pourquoi est-ce qu'on dit bonjour à ChatGPT? Et après une cinquantaine de pages, en fait, j'explique que cette question, on s'en fout. En fait, on a toujours anthropomorphisé. Donc, le fait de dire bonjour à ChatGPT, c'est comme tu le disais, dire bonjour aux moutondeuses, dire bonjour. Il y en a qui ont dit, c'est quand ta voiture est en montée et que tu es en boîte mécanique, etc. Tu dis, allez, Titine, vas-y, ça va aller. La voiture s'en fout, c'est pas ça qui fait que ça va marcher. Mais voilà, tu te dis que ça ira mieux. Donc, ça a toujours existé. Et donc, en fait, le fait de dire bonjour à ChatGPT, c'est pas tellement une vraie Ouais. question. En revanche, la vraie question, et moi, c'est celle que j'essaie de creuser un peu plus dans le livre, c'est quel est l'avenir de la relation humain-humain Ouais. à une ère où la relation humain-machine prend tellement plus de place et tellement Ouais. plus d'importance. Ce qui, Qui selon moi, mais de nouveau, je dis ça très humblement, c'est vraiment ma perspective, selon moi, est le véritable enjeu derrière l'avènement des chatbots, beaucoup plus que est-ce qu'on va faire une super intelligence, est-ce qu'on aura qu'on ait des ordinateurs qui soient meilleurs que nous pour plein de trucs, oui, bien sûr, mais c'est le Mmh. propre de l'humanité. Tu sais, Ouais. j'expliquais hier encore à la radio, je disais, le 1er mec qui a décidé qu'il allait pas labourer son champ lui-même et qu'il allait faire tirer, un truc par son cheval, c'est le fondateur de notre civilisation, ce garçon. Je veux dire, c'est super qu'on ait fait ça et aujourd'hui personne ne se plaint que, on est moins humain parce que, la voiture nous dépasse ou qu'elle va plus vite, tu vois? Mmh. Ou parce que l'ordinateur est meilleur que nous aux échecs. Hem, Ouais. c'est parce que c'est pas ça, je pense, l'essence même de notre Ouais. humanité. Ouais, ouais, on est assez en phase là-dessus. D'ailleurs, ici, on a créé un collectif de blogueurs, qui s'appelle humansubstance.com et qui regroupe une vingtaine de blogueurs et qui part du principe et c'est un principe et un précepte que nous écrivons nos articles, humainement, nous-mêmes, avec nos petites mains, avec nos petits cerveaux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont écrits plus vite ou plus facilement ou mieux, ça veut dire simplement qu'ils sont écrits par nous et c'est un principe et un précepte. Et alors, justement, Chomsky, déclarait, dans le New York Times que la langue était l'OS de la civilisation Mmh. et quand les LLM s'emparent du langage, en fait, même s'ils le font de façon mécanique et statistique, stochastique, enfin, peu importe le terme qu'on utilise, et souvent d'ailleurs, avouons-le, en le pratiquant mieux que nous, mieux que la plupart d'entre nous, puisque
l'immense majorité des gens ne savent ni lire, ni écrire, ni parler. Heu, mais c'est finalement, ce principe-là, le fait de déplacer ce principe-là, n'est-il pas en train de mettre en danger, en fait, la civilisation? C'est une grande, c'est un grand propos. Tu sais, c'est très, mettre en danger la civilisation, voilà, ça ferait une super banderole sur une télévision un peu putaclic. Le danger de la civilisation et cetera. Après ça d'un côté, ça va très bien à Chomsky. Chomsky est un révolutionnaire, ce que je ne suis pas du tout. Et donc mais celui de passant, le texte de Chomsky et qui ça c'est une tribune pour le New York Times, c'est hyper intéressante et il revient aussi sur le fait qu'il y a une maîtrise du langage, mais une maîtrise du langage qui n'est pas neutre et qui est porteuse de toute une vision du monde, que lui appelle aussi une certaine fascisation du monde. Je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais c'est en tout cas pas inintéressant comme lecture. Point de vue. Est-ce que c'est la fin de notre civilisation? Je pense pas. Je pense pas. En revanche, est-ce qu'on est à un tournant? Et moi, je préfère parler d'un tournant qu'une révolution ou ce genre de choses. On est à un tournant où l'intelligence artificielle est, de nouveau, très selon moi, une opportunité de nous recentrer sur ce qui nous définit. Et pendant très Mmh. longtemps, tu sais, pendant très longtemps, je pense qu'on était persuadé que ce qui nous définissait, c'était cette capacité à mettre notre empreinte sur le monde, à dominer, parce qu'on avait une intelligence supérieure, et cetera, et cetera. C'est pas inintéressant. Le truc, c'est que, on peut le voir, hein, je ne suis pas le premier à le dire, il y avait pas mal de penseurs qui l'ont vu avant, qui voient ça comme une sorte de quatrième blessure narcissique de l'humanité. Tu sais, c'est Freud qui avait, théorisé ça. Il disait que la première grande blessure, c'était Galilée et Copernic, parce qu'en fait, nous ne sommes plus le centre du monde, puisqu'on tourne autour du soleil. La deuxième grande blessure, c'est Darwin, puisque nous ne sommes pas créés vraiment parfaits, mais que nous sommes voilà, le résultat d'une évolution, etc. Et Freud serait la troisième grande blessure de l'humanité, narcissique de l'humanité, puisque nous ne sommes même pas maîtres de nous-mêmes, puisqu'il y a un inconscient, etc. Et beaucoup de penseurs parlent maintenant d'une sorte de quatrième blessure narcissique, qui dit que, en fait, même tout ce qui est de production intellectuelle, en fait, nous sommes dépassés par la machine. Et, et, et je pense que c'est vrai. Tu sais, je pense que nous sommes donc à ce quatrième tournant. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Et là où moi, je diverge beaucoup de certains penseurs qui parlent de ça, c'est que je ne pense pas qu'il s'agisse d'une humiliation, je ne pense pas qu'il s'agisse d'une réduction de l'humanité ou de l'espèce humaine. Est-ce que l'espèce humaine est humiliée parce qu'elle est le résultat d'une évolution et pas qu'elle n'a pas été créée par Dieu? Je ne crois pas. Est-ce que l'espèce humaine est humiliée parce qu'elle n'est pas le centre du monde? Je ne crois pas. En revanche, c'est une opportunité de repenser ce qui fait notre humanité. Et peut-être que pendant très Mmh. longtemps, on a cru que ce qui faisait notre humanité, Oui. c'était cette capacité intellectuelle qui nous permettait de mettre notre empreinte sur le monde et de dominer jusqu'à un certain point la nature. Mmh. Peut-être qu'en fait, être humain, c'est pas ça. Et c'est une sorte de révolution métaphysique en quelque sorte, hein, puisque Ouais. depuis Aristote, on revient sur ce fait que c'est ça l'espèce humaine, c'est d'être capable voilà, de faire cet effort sur le monde, mais peut-être que c'est pas ça. Alors justement, est-ce que ce trait caractéristique de l'humain, ça ne serait pas, à l'inverse de ce qu'on croit, connaître, mais plutôt douter justement? Un peu comme Daniel Enders? Alors j'espère en tout cas que le doute, est un trait important de notre humanité. En tout cas, j'espère que ça l'est parce que ça nous permettra de survivre, je pense. En tout cas, je Mmh. pense que c'est ce qui nous a permis d'arriver jusqu'à ici. Hem Et donc oui, je pense qu'effectivement le doute, c'est important. Après, moi, ce que mes recherches et mes convictions, et c'est pour ça que ça s'entremêle un petit peu, me font dire, c'est que je pense que ce qui nous définit vraiment en tant qu'humains, ce qui nous permet de révéler notre humanité, c'est le rapport à autrui. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu, Ouais. révéler dans ce que j'ai voulu écrire dans Mmh. Bonjour ChatGPT, et à 2 niveaux. À un premier niveau qui serait très métaphysique, qui est en fait de se dire que on ne peut vraiment être humain que dans notre rapport à autrui et dans cette acceptation du rapport à l'autre. Mais donc, c'est-à-dire d'une part attendre à ce que l'autre accepte qu'on rentre en contact avec lui, mais c'est soi-même se rendre prêt à entrer en Mmh. contact avec l'autre et donc accepter une certaine forme de vulnérabilité puisqu'on vient s'ouvrir à autrui, ce qui est de Ouais. plus en plus difficile, notamment via l'intermédiation, de la technologie. Tu sais, si par exemple je peux me montrer vulnérable, mais si, pour le dire de façon très bête, si à un moment vraiment tu m'énerves et j'aime pas ce que tu dis, bon, bah, en fait, je ferme mon ordinateur et c'est facile. Enfin, tu vois? Et on se voit plus jamais, et ce que la technologie permet beaucoup. Hem, donc ça, et d'autre part, au-delà du point de vue métaphysique, d'un point de vue vraiment de philosophie politique, de,
comment est-ce qu'on a envie de faire société? Comment est-ce qu'on a envie de, Mmh. alors même si le terme est galvaudé, de vivre ensemble? Mmh mh. Et moi, je pense que c'est notamment dans le rapport à autrui et c'est pour ça que quand j'entends, par exemple, vraiment des choses où on va permettre aux gens de vivre sans entrer en contact, une sorte de, Ouais. oui, je sais plus qui avait écrit ce, je crois, je me demande si c'est pas François Saltiel qui avait écrit la société sans contact ou quelque chose comme Mmh ça. mh. Je suis pas sûr que ce soit lui, mais ça, pour moi, ça c'est terrible, tu vois. Mmh. Ok, baigner sans contact, c'est très bien, t'as aucune friction, c'est très chouette. Mmh mh. La société sans contact, en fait, est-ce que tu es content d'une société sans friction? Ouais, C'est pas sûr. ouais. Ouais, c'est une vraie question. Alors je reviens sur la civilisation en danger parce que, OK, c'est un titre putaclic, j'ai bien compris. Mais n'empêche que toi qui cites, Caligula de Camus et je cite aussi, «Les hommes meurent et ils ne sont pas heureux». Alors, la civilisation, je repose la question, cette civilisation sans contact, est-ce qu'elle est en train de dépérir ou est-ce qu'elle peut être sauvée et comment? Alors, je pense pas qu'elles soient en train de dépérir. Tu sais, de nouveau, moi, en fait, je suis contre les discours catastrophistes parce que déjà, Mmh. je pense qu'ils ne nous font pas avancer. Et ensuite, je pense qu'ils sont pas vrais. Je pense qu'il y a énormément de très, très belles initiatives, de choses qui se mettent en place et je pense que c'est très chouette. Tu sais, moi, il y a quelqu'un là qui est en train que je connais bien, qui s'appelle Agnès Fabre, qui en France est en train de mener un collectif d'éducation raisonnée pour que justement on enlève de plus en plus les écrans des collèges et des lycées pour permettre Oui. Mmh. aux professeurs de rentrer plus en contact avec les élèves, et aux élèves de aussi plus rentrer en contact avec leurs professeurs et avec leurs pairs. Moi, je Mmh. trouve que c'est merveilleux. Donc il y a, ouais, c'est un exemple, mais il y a énormément d'initiatives comme ça. Donc oui, les hommes meurent et ne sont pas heureux, qui je trouve une des plus grosses gifles, que Camus m'ait mise. Quand j'ai lu cette phrase, je la trouve exceptionnelle. Mais d'un autre côté, ça ne veut pas dire qu'il y a rien à faire. Et c'est d'ailleurs, soit dit en passant, un peu ce que nous montre Camus dans la suite de Caligula, parce que cette phrase arrive dans l'acte 1. Hem, on peut vivre et être heureux. En revanche, il suffit pas juste de rester à ne rien faire. Il faut décider de prendre en main, de se prendre en main, pour attraper la lune, pour prendre Caligula. Alors j'ai une question en fait qui me brûle les lèvres depuis tout à l'heure, c'est est-ce que toi tu utilises ChatGPT pour écrire? Non, pas pour écrire. J'utilise Pourquoi? ChatGPT en revanche, tous les jours, ou presque dans ma vie professionnelle. Je veux dire, Mmh mh. moi je suis consultant aussi, entre autres dans les questions technologiques et donc notamment je l'utilise assez régulièrement pour ça. En revanche, pour écrire pas et pour 2 raisons. La première et la principale, c'est parce que j'adore écrire et en Mmh. fait, déléguer à la machine mon écriture, ce serait comme si je déléguais à la machine le fait de faire une sieste. Enfin, Mmh. j'adore faire des siestes, je vais pas demander à la machine, enfin, tu vois, je voudrais pas, si demain, parmi il y a des pilules qui permettent en fait d'être tout de suite, heu réveillé et en pleine forme, je ne voudrais pas les prendre. Tu vois? Je veux dire, Mmh. je trouve que cette capacité, donc c'est un peu ça. Moi, j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup toute la l'exercice de réflexion qui m'amène ensuite à poser sur papier, des pistes que j'ai envie d'explorer avec le lecteur ou les lectrices. Ça, pour moi, c'est génial, Mmh mh. et donc je voudrais pas déléguer ça à ChatGPT. Il y avait cette journaliste américaine qui disait: «C'est terrible parce que là, maintenant, on nous propose des intelligences artificielles qui vont écrire et peindre à notre place pendant que nous, on ira faire la vaisselle». J'espérais l'inverse de la part de progrès technologiques et je trouve elle a tout dit. Elle a tout dit, c'était très, 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 très Triste pour cocasse. elle, mais effectivement. Exactement. C'était très, très intéressant. Hem, donc voilà, donc ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est aussi par, honnêteté intellectuelle avec, les lecteurs et lectrices. Heu, je viens expliquer que je pense qu'il faut réussir à se recentrer sur ce qui, est profondément humain et donc d'un certain côté, dans la relation que j'ai envie de tisser, je parle beaucoup du lien. Dans le lien et la relation que je veux tisser avec autrui, Mmh. il me semble capital de ne D'accord. pas, ouais, de ne pas trop accorder à la tech. D'accord. Bon, toi tu as un choix, c'est encore une fois, c'est une question de principe et de Tout à préceptes, fait, comme tout, hein. tout à Voilà. fait et de plaisir, vraiment, tu sais? Et après, je reste persuadé que toute grande innovation viendra d'un esprit humain, Ouais. tu vois? Parce que, par définition, puisque ChatGPT et les autres modèles de langage, les Mmh autres mh. intelligences artificielles se basent sur des données d'entraînement, en fait, par définition, tu ne peux, dans le futur que tu prédis, que recopier, imiter, le passé Ouais. et donc moi, c'est un exemple que je donne souvent, tu sais? Mais ChatGPT n'aurait jamais, par exemple, fait l'urinoir de Marcel Duchamp, tu Mmh. vois? C'est trop, sortir des
sortir des sentiers battus, sortir des cadres qui existent. Donc voilà, tu sais, Fontana qui décide de mettre des coups de cutter dans des toiles, c'est pas ChatGPT qui aurait pu venir avec ça. Il Ouais. faut quelque chose d'humain qui vienne dire, en fait, voilà, ça, c'est le cadre. Et bien, en fait, je décide que le cadre, en fait, maintenant, il va être comme ça. Et ça, en fait, par définition, la machine, dans la façon dont elle fonctionne, elle peut pas faire ça. Ouais. Mais pour la plupart des gens, enfin, la plupart des gens ne sont pas Marcel Duchamp, hein. Bien sûr, mais je pense que d'ailleurs la plupart des gens ne doivent pas Oui, espérer être Marcel Duchamp et c'est aussi peut-être, tu sais, la technique permettra peut-être de, une sorte de nivellement vers le haut. C'est-à-dire qu'effectivement maintenant pour être artiste, bah, il faudra vraiment avoir quelque chose à dire, vraiment avoir quelque chose à raconter mmh, et donc, tu sais, moi j'entends parfois des gens qui me disent: «Oui, mais est-ce que l'intelligence artificielle va pas remplacer les profs?» Bah, les mauvais profs, si, sûrement. Tu sais, moi, j'ai eu des profs en fac, ils arrivent, ils mettent des slides, ils lisent leurs cours, ils s'en vont. Oui, bien sûr que l'intelligence artificielle va remplacer ces gens-là. Mais en fait, pitié qu'elle les remplace. Ces gens-là sont peut-être des très bons chercheurs et chercheuses, mais ce sont des mauvais professeurs. Et c'est pas grave, hein, on peut pas être bon dans tout, c'est pas la question. Mais peut-être effectivement, il va falloir se recentrer sur qu'est-ce que mmh, c'est que le métier de professeur, qu'est-ce que c'est que le métier de médecin ou d'infirmier, d'infirmière, qu'est-ce que c'est que le métier d'artiste. Et c'est une bonne chose. Moi, je ne pense pas que ce soit un drame. ouais. Bon. Dans ton livre, tu cites, et ça j'ai déjà entendu aussi, chez Jean-Gabriel Ganassia, heu, tu cites un test de logique. Alors c'est le fameux test, d'Alice et ses sœurs, hein. Alice a 4 sœurs et un frère. Combien de sœurs a son frère? Bien sûr 5. Mais voilà, ChatGPT en trouve 4. Sauf que, c'est vrai. Enfin, c'est vrai parce que j'ai vérifié, sauf que non, c'est plus vrai, pas avec la nouvelle version. Ça ne Mmh. mar c'est la vieille version effectivement continue à dire, 4 au lieu de 5, mais pas l'autre. Et Claude, par exemple, qui est un peu moins bête que ChatGPT, lui non plus se trompe pas. Surtout sur les questions de logique, notamment. Oui. Donc tous ces limitations qu'on voit et aussi, ce que je lisais dans ton article de la Libre Belgique hier, où finalement on réduit, c'est la phrase qu'on entend tout le temps, le perroquet stochastique, donc le perroquet statistique qui répète des choses, bah, ça c'est déjà un peu dépassé, sur ces modèles, enfin les modèles les plus avancés en tout cas. C'est intéressant. En fait, je suis persuadé que, tu vois, il y a plein de limites des modèles de langage et il y a des chercheurs brillants qui vont travailler tous les Oui. jours à les dépasser. Mmh. Tu sais, même au début, tu demandais à ChatGPT quelle était la différence, quel était le plus gros entre un œuf d'hippopotame et un œuf d'éléphant et ChatGPT te répondait, voilà, très, très sûr de lui, que les œufs d'éléphant sont plus petits que les œufs d'hippopotame parce que les œufs d'hippopotame font entre voilà, blablabla. Et aujourd'hui, non. Tu vois, aujourd'hui, tu lui demandes, il te dit: «Bah, attendez, non, ce sont des mammifères, ils pondent pas d'œufs». Ah, très bien. Donc Mmh. effectivement, ils progressent et c'est une bonne chose et c'est un petit peu, tu vois, c'est marrant parce que les gens se sont un peu acharnés dans les commentaires d'ailleurs sur cet article de la Libre Belgique et il y a pas mal de gens qui disent: «Non, mais c'est super, on il y a voilà, on va dépasser les limites chaque jour et cetera». Et tu as raison. Tu as raison, effectivement, dans les dernières versions, il s'est encore amélioré et sur d'autres Oui. choses, il est toujours moins bon et on trouvera toujours des trucs sur lesquels il est moins bon et on trouvera toujours des trucs sur lesquels il s'est amélioré depuis la dernière fois. La vraie question que moi j'ai envie de poser, c'est pas est-ce que ChatGPT va continuer à s'améliorer? C'est est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut? Est-ce que toutes les limites qui existent, est-ce que Mmh. l'objectif doit impérativement être d'aller renverser toutes ces limites? Bah, je suis pas sûr. Je suis pas certain. Tu vois? Est-ce qu'on pourrait pas se dire à un moment: «OK, en fait, on a par exemple un niveau de performance acceptable et ben maintenant ce qu'on va faire, au lieu de travailler sur le fait d'augmenter encore ses performances, on va travailler sur, pour moi 2 choses qui sont absolument cruciales, qui sont d'une part une certaine fiabilité et confiance que tu peux avoir dans la machine et en termes aussi de sécurité des données personnelles et cetera et cetera et d'autre part dans une certaine frugalité. Mmh. Aujourd'hui, une conversation de 30 questions-réponses avec ChatGPT, je crois que c'est l'équivalent d'un demi-litre d'eau versé par terre. Donc est-ce qu'on peut pas se dire à un moment: «Écoute, là je suis assez satisfait Mmh. de ce que j'ai comme modèle, comme qualité de modèle, est-ce que je dois forcément aller plus loin?» Et tu sais, moi, je fais un peu la comparaison parfois avec la perte de poids, tu vois? Moi, aujourd'hui, je pourrais certainement perdre 5 kilos. Voilà, c'est sûr. Je pourrais Mmh. peut-être en perdre 10. Je pourrais peut-être en perdre 15. Est-ce que je devrais?
Voilà, il y a peut-être des gens qui diront oui. Oh, super, une fois j'en ai perdu 15. Est-ce que je dois encore en perdre 5 de plus? Peut-être que c'est possible. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est une très bonne idée? Est-ce qu'il y a un moment où je peux pas me dire, écoute, là, en fait, finalement, je suis content avec le corps que j'ai, ça va bien, je suis en bonne santé. Est-ce qu'en fait, j'irais pas faire autre chose de cet effort que j'ai mis pour le moment pour perdre du poids? Et en fait, c'est un peu le même truc, c'est que oui, c'est intéressant d'avoir des performances, mais si jamais tu décides, tu déclares que tu es satisfait des performances à partir du moment où tu as une intelligence artificielle générale, ce qui, soit dit en passant, pour beaucoup de gens, relève encore de la fiction, ben, en fait, c'est le hamster dans sa roue, en fait. Tu vas faire que courir jusqu'à potentiellement t'épuiser et le problème, c'est que tu n'épuises pas que toi. Tu épuises des Mmh. ressources naturelles, tu épuises des gens, tu épuises des capitaux qui pourraient être Oui. utilisés pour d'autres choses et donc moi, c'est pour moi, c'est ça la vraie question autour de la tech. Tu sais, au lieu Mmh. de dire: «Tiens, est-ce qu'on va avoir une IA qui va être plus forte que nous?» et cetera. Oui, bien sûr, sur plein de trucs et c'est super. En revanche, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses auxquelles on peut réfléchir et notamment les enjeux de frugalité sont pour Mmh. moi hyper importants. On en on en a discuté, avec, un auteur, là, il y a très peu dont le nom m'échappe, mais qui va me revenir, et sur le sujet de la de mettre justement la tech, au service du bien commun et non pas, au service d'une compétition débile et je dirais à la limite tous les gens entre guillemets «raisonnables», fermez les guillemets, ils sont raisonnables mais ils ont pas forcément raison, hem et en tout cas, le monde ne leur donne pas forcément raison et je dirais cet esprit de compétition, un peu idiot, il est même clairement idiot, mais il est dans l'esprit des humains et moi je veux bien qu'on me dise qu'il faut arrêter de pédaler dans la choucroute pour faire quelque chose qui n'a peut-être pas de but ou qui n'a pas un but en tout cas qui est conforme avec le bien commun. Bah, oui, mais comment qu'est-ce qui arrête ça et comment? Et La la on la voit pas, ça n'en prend pas le chemin, hein. alors non et la question du comment, elle est toujours hyper délicate et les gens sont toujours un petit peu déçus parce que tu es un peu genre, bah, en fait, tu sais, c'est comme, comment est-ce qu'on fait pour le réchauffement climatique? Bah, par où est-ce qu'on commence? Qu'est-ce qu'on fait? Et cetera, et cetera. Donc Mmh mh. voilà, je peux donner des pistes, mais qui même ces pistes-là, tu diras: «Ouh là, d'accord, mais c'est quand même très compliqué». Il faudrait notamment une gouvernance mondiale. On sait très bien, il faut une gouvernance qui soit plus internationale et éviter une sorte de course à l'armement, technologique que tu vois aujourd'hui, entre autres, entre la Chine, les Mmh. États-Unis, mais également la Corée du Nord, également l'Iran, la Russie, l'Europe aussi, à certains niveaux et cetera. Mmh. Il faudrait effectivement quelque chose d'un peu, similaire. Von der Leyen proposait de faire un GIEC de l'IA, Mmh. pas inintéressant. Et si c'est aussi efficace, on va peut-être pas le faire, en fait, hein. C'est exactement ce que je dis à chaque fois. Je fais: «Bon, si on les écoute autant que le GIEC aujourd'hui, pas certain que ça vaille la peine, mais pourquoi pas?» Il y a des gens qui proposaient de faire quelque chose un peu similaire. Il y a une J'oublie le nom exact, tu sais, mais une organisation sur, l'énergie atomique qui existe, et l'armement atomique. Voilà, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose de similaire par rapport à l'IA? Oui, non, pourquoi, comment? Donc c'est 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 plein de questions. C'est plein de questions qui sont extrêmement intéressantes. Moi, voilà, je prêche, en tout cas, je dirais 3 grandes choses qui sont d'une part une gouvernance mondiale, Mmh mh. d'autre part une véritable pluridisciplinarité et troisièmement une véritable formation. Mmh. Formation, pas uniquement technologique. Technologique, mais également logique pour, tu vois, être capable de discerner un peu le vrai du faux quand la machine dit des trucs et cetera. Éthique et philosophique, et de sciences politiques, en fait, de Mmh. citoyenneté avec l'intelligence artificielle. Et donc voilà et tu me diras: «Ah OK, très bien, mais comment?» Et beh, le nouveau, c'est compliqué et quand tu vois en plus là pour le moment, que ce soit en Belgique ou en France, on est sur des quand même des questions budgétaires qui sont, compliquées. Pour celles et ceux qui nous écoutent peut-être en différé, nous sommes aujourd'hui, mercredi 4 décembre, donc peut-être que le gouvernement tombe dans quelques heures en France et cetera, on ne sait pas. Enfin, tu sais, c'est toujours cette grande question Pour et un moi, Belge, c'est ça ce devrait pas poser de problème, ça. mais ouais, mais tu vois, c'est un peu ce dont je parle souvent, c'est nous, avec les questions de l'IA, en fait, on se pose souvent des questions un peu, entre guillemets, «de fin du monde» et en revanche, qui sont toujours compliquées lorsque pour beaucoup de gens, la première question, c'est la fin du mois Mmh. et quand tu dois te préoccuper de la fin du monde, tu es en mode: «Oui, alors écoutez, peut-être, mais d'abord, j'aimerais bien savoir où est-ce que je dors ce soir». Tu sais? Donc je conçois tout à fait que pour et si mais tu prends les questions de fin du mois appliquées à des nations, bah, l'IA, tu es en mode: «Oui, oui, bien sûr, bah, quand tout ira bien, on s'occupera de l'IA». Bon, on n'est pas sorti de l'auberge. Hem, donc voilà, c'est malheureusement la question du comment est compliquée et c'est d'ailleurs pour ça, pour le dire de façon un peu rigolote, c'est pour ça que moi aujourd'hui je fais de la philosophie et je fais pas de la politique. J'ai pas je suis très heureux du rôle très confortable qu'offre le philosophe, qui est de dire, «Écoutez, moi je pose des questions, j'essaie d'élaborer des pistes de réflexion. Si j'avais des réponses, tu sais, je les mettrais dans un programme et j'essaierais de me faire élire».
J'en j'entends bien d'ailleurs, c'est un peu, l'approche que j'ai aussi dans mes formations sur l'IA. Je ne demande pas seulement aux gens de produire un résultat, mais de l'évaluer par rapport à une demande et savoir Mmh. si c'est un résultat qui est bon, qui est juste, qui est plus rapide, qui est plus efficace. La réponse étant d'ailleurs pas si évidente que cela. Ceci Mmh. étant, il y a des gens qui se posent moins de questions, comme souvent, hein, dans le business, c'est comme ça, hein. C'est pas toujours les plus intellectuels qui font le plus d'argent. En fait, même, c'est même exactement l'inverse. C'est plus, moins on se pose de questions et plus on fait du fric. Voilà et donc je pense pas que mes questions philosophiques vont beaucoup faire frémir, tous nos technolâtres, qui sont si Non, peut-être nombreux. pas, tu sais, mais c'est pour ça que moi je dis souvent et c'est une position qui semble paradoxale, mais qui ne l'est pas du tout. Moi, je suis à la fois pro tech et pro régulation Mmh. et je pense que c'est une très bonne chose et tu vois, il y a beaucoup d'industries, je pense notamment aux pharmaceutiques, mais également à l'agroalimentaire, par exemple, où il y a beaucoup de recherches, on fait beaucoup de tests avant de lancer un produit, heu, sur le marché. Je comprends pas pourquoi est-ce que c'est pas pareil pour la tech, tu vois? Et en fait, on va d'abord tester, tu vois? Par exemple, prends l'exemple de Facebook. Moi, je Ouais. pense pas que quand Mark Zuckerberg, il a créé, les prémices de Facebook dans son dortoir à Harvard, il s'est dit: «Je vais polariser la société comme jamais». Tu vois? Je pense pas qu'il s'est dit ça. Le mec est certainement un peu bizarre, mais pas à ce point-là. Tu vois? C'est une sorte de conséquence inattendue d'un modèle et d'un business model algorithmique, une sorte d'économie d'attention qui a fait que, bah, on s'est rendu compte que ça polarisait. Je pense pas que c'était le but initial. Si on avait fait un peu plus de tests, on se serait peut-être rendu compte que: «Ouh, attends, ça a quand même des effets délétères, on va peut-être éviter ça, ça, c'est quand même pas super». Mmh. Mais en fait, on a lancé, on a lancé. ChatGPT, c'est pareil. ChatGPT sort le 30 novembre 22 sans la Mmh. moindre consigne, pas de manuel d'utilisation, pas de mise en garde, personne ne sait comment ça marche. Du coup, tout le monde lui dit bonjour. Tu vois? Donc c'est comment c'est possible qu'on fasse ça? Tu vois? Alors que c'est moi, j'entends parfois des gens qui me disent: «Ah mais ChatGPT est très gentil». Non, ChatGPT est pas gentil. ChatGPT a été prompté pour être éventuellement poli. Il y a aucune notion de gentillesse. ChatGPT a juste toujours le dernier mot et vous répond toujours parce que c'est un argent qui est là pour vous servir et pour vous répondre. Il n'est pas gentil, tu sais? Mmh. Et c'est Et un peu non, genre est-ce que tu aimerais qu'on te dise: «Yann, oh là là, tu es vraiment gentil comme ChatGPT». non, puis on Bah, peut faire merci. des IA, des LLM qui sont pas gentils, Grok, On peut aussi faire ça. d'Elon Musk, c'est tout l'objectif, hein. Ah oui, effectivement, il faudrait une norme CE de la technologie, pour, Bah, c'est ce un peu avant à de la quoi, mettre sur le marché. C'est ça. oui, c'est un peu ce à quoi l'Union européenne travaille et je pense que c'est une très bonne chose Mmh mh. et donc quand j'entends les gens: «Non, mais ça va tuer notre compétitivité» et cetera, je suis pas si sûr. En fait, soit de toute façon les grandes entreprises de la tech s'alignent et on est gagnant, soit elles s'alignent pas et ça permet l'émergence de géants européens et on est gagnant. Donc j'ai du mal à voir comment est-ce qu'on pourrait être complètement perdant et tu vois, il y a un autre exemple qui, tu vois, «grâce» entre guillemets à l'Union européenne, maintenant Mmh. Apple a accepté de changer, ses ports de chargeurs et tout le monde fait de l'USB-C. Bah, c'est super. Enfin, tu vois? C'est un petit truc, mais c'est quand même très pratique. En termes de recyclage, c'est une très bonne chose aussi. En termes donc il y a plein de très bonnes choses là-dessus et utilisons ça, tu vois? Et donc moi, je m'attends alors j'aimerais bien évidemment que ça aille plus vite, que ce soit plus intelligent, que ce soit moins dans des débats parfois un peu stériles et cetera, bien sûr. Mais mais je pense en tout cas que c'est pas du tout une mauvaise direction, contrairement à ce qu'effectivement, certaines personnes, généralement très intéressées, peuvent nous dire. Alors, pour conclure, revenons à ce mode conversationnel, parce que là, on est dans le comble de l'anthropomorphisme, puisqu'on est, dans une discussion avec la machine. Finalement, Spike Jonze, quand il a inventé, son film, c'est quoi? C'est Her, 2013, hein? ouais, Her 2013. Là, on était tous sur le derrière, mais il n'imaginait pas que non seulement une machine ferait comme lui, mais pire, qu'il y aurait un Sam Altman qui s'ingénierait à tout recopier du film, comme si c'était une Ouais. bonne idée. Parce qu'en fait, il recopie tout. Il était même prêt à recopier la voix de Johansson. Donc c'était Ouais, tapé bah, dans il les l'a doigts. d'ailleurs un peu recopié, hein, Ouais. malgré le fait il a demandé 2 fois à Scarlett Johansson s'il pouvait prendre sa voix. Elle a dit 2 fois non et il a dit qu'il prenait pas sa voix, mais quand tu l'écoutes, c'est exactement la même. Donc ouais, ouais, c'est clair et je suis d'accord avec toi, c'est très marrant parce que quand Her sort en 2013, Mmh mh. tout le monde voit ce film en se disant: «Oh, quelle horreur, ça doit nous servir d'avertissement, c'est très intéressant, ne faisons jamais ça» et cetera. Tout le monde voit ça comme une dystopie. À part peut-être Sam Altman qui déclare, plus tard que c'était son film préféré parce qu'il le trouve incroyablement prophétique, je crois. Mais Mmh. voilà, à part ce garçon un peu bizarre peut-être,
tout le monde voit ce film en disant: «Mais quel» et pourtant, moins de 10 ans plus tard, effectivement, on est sur quelque chose d'à peu près similaire et qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est effectivement hyper, hyper intéressant. Là, je disais il y a pas si longtemps, il y a des artistes maintenant, qui commencent à organiser des mariages entre eux et une intelligence artificielle. Je suis pas certain qu'on aille forcément dans la bonne direction. Bon, alors là, c'est même plus «Bonjour ChatGPT», c'est «Oui ChatGPT». Oui, je t'aime ChatGPT, tu vois? Donc c'est évidemment clairement compliqué, alors que je pense que pour certaines choses et comme tu disais un peu pour conclure, moi je le dernier chapitre de mon livre s'appelle «Au revoir ChatGPT» et j'insiste sur le fait que c'est un au revoir et pas un adieu. Il faut pas jeter la tech à la poubelle, mais je pense que pour certaines choses, il faut également savoir se passer de la technologie parce qu'en fait, ce sera mieux sans technologie et peut-être je vais te donner un bête exemple. Moi, je suis papa de 2 jeunes enfants qui ont 1 an et demi et 3 ans. C'est absolument merveilleux et et effectivement, en fait, quand je suis avec eux, mon objectif, même si j'y arrive pas toujours, c'est effectivement de dire au revoir ChatGPT, ou au revoir smartphone, ou au revoir ordinateur et cetera. Parce que je veux profiter de ce moment de lien qui est absolument en plus fondamental à leur âge et cetera et leur stade de Mmh. développement, mais que je trouve tellement magnifique et donc à quel moment est-ce qu'on apprend à dire au revoir à la machine, quitte à lui dire à tout à l'heure, tu vois? Je veux dire, quand je me reconnecte, on va rebosser sur d'autres trucs, ça va être marrant, on va collaborer. Moi, je crois vraiment dans la collaboration humain-machine, mais mais effectivement, je crois aussi parfois dans la collaboration humain-humain, sans Ouais. machine, heu et ça n'a pas forcément que du mauvais. C'est pas plus facile parfois de collaborer et c'est peut-être qui explique tout d'ailleurs, de collaborer avec une machine qui ne dit jamais non, que de travailler avec des humains qui sont pas d'accord avec toi? Si, bien sûr et c'est notamment ce qui amène le fait que les gens se referment beaucoup sur eux-mêmes, et moi, c'est ce que je trouve, terrible, en fait. C'est, Mmh. heu, c'est comme pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Pourquoi est-ce qu'on en arrive à un point où, en fait, ça devient difficile d'avoir quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous? Moi, je trouve ça terrible, hem et au contraire, parce que, tu sais, on a beaucoup parlé du doute, mais pour douter, il faut déjà qu'il y ait quelqu'un qui vienne un peu bousculer nos certitudes et c'est super et tu sais, c'est John Stuart Mill écrivait dans un livre qui s'appelle «De la liberté», qui est sorti au milieu du 19e siècle, je crois 1857, quelque chose comme ça. Il explique à quel point c'est essentiel que les gens, en fait, puissent dire qu'ils sont pas d'accord, puisque à ce moment-là, soit toi, ça te permet de remettre en doute et soit tu en sors renforcé en mode: «Attends, je vais réfléchir à ce que tu m'as dit et en fait non, c'est vraiment moi qui ai raison». Mmh. Soit au contraire, en fait, tu vas pouvoir juste augmenter ta perspective, en changer si potentiellement tu avais tort et cetera et donc la liberté d'expression à ce niveau-là, elle est absolument cruciale et capitale à partir du moment où tu es aussi dans une société de l'écoute. Si jamais tu parles pour ensuite écouter, si tu parles pour qu'on te réponde, si tu parles juste pour parler, tu es en fait déjà plus dans une conversation. Ouais. Bah, écoute, c'est une bonne conclusion et puis c'est surtout une conclusion qui pourra peut-être servir à quelques politiques qui ont des difficultés pour se parler en ce moment. Et effectivement, avoir des fois de l'opposition et de la résistance, bah, ça peut être une bonne chose en fait, ça peut Bien ouvrir sûr. des Bah, ils auraient dû se possibilités. joindre à nous aujourd'hui en fait, on aurait dû les Ah ouais. inviter. On leur dira comment faire. Ah peut-être pas en fait, parce que c'est quand même plus difficile que ça pour eux. Mais bon, allez, on s'en sortira, on fera comme en Belgique, on attendra 1 an ou 2 ans pour le prochain gouvernement. C'est beaucoup plus facile, D'ailleurs, c'est beaucoup plus facile. finalement, force est de constater que ça n'a pas, nui à la Belgique, hein, finalement, hein? Tout n'est pas parfait chez nous, Non, mais voilà, on fait quand même des trucs bien. voilà, OK. Bon et puis vous apprenez aussi à collaborer et à négocier entre communautés linguistiques, ce qui est pas une mince affaire chez vous. Non. Eh bien, merci Louis et bonne chance et bonne continuation à bonjour ChatGPT. Alors j'ai pas la prochaine version, c'est peut-être ChatGPT qui l'écrira, hein, c'est pas Écoute, peut-être que tu sais, j'aurais dû le nourrir à ChatGPT et lui demander, le prompter en lui disant de me l'écrire mieux et de comparer un petit peu les 2. Mais, là, ça aurait été aussi une bonne leçon d'humilité. c'est pas pour critiquer, mais je pense qu'il l'a déjà fait, il l'a déjà lu, hein. Maintenant, ça y est, il l'a C'est ça. déjà avalé. Merci à toi et Très bien. écoute. Merci Anne. Bye.